Clorian Ticketing est la formule de billetterie la plus complète. Un système à vos côtés à chaque étape. Gérez votre lieu et vos événements avec une plateforme connectée à tous vos canaux, en ligne, au guichet, via les revendeurs et le service client. Suivez vos performances en temps réel avec des rapports détaillés et augmentez vos ventes en ligne avec nos outils d'upselling et de cross-selling intégrés. Optimisez vos ventes de billets. Offrez une expérience fluide, connectée et dynamique avec Clorian Ticketing. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier débat du Forum de la billetterie. Un débat, merci à vous cinq d'être ici. Malheureusement, Mathieu Drault est excusé, il est malade. Un débat d'actualité, un débat qui peut être un petit peu chaud sur cette problématique de tarification dynamique dans le spectacle vivant. On sait que la tarification dynamique, ça s'applique depuis longtemps quand on prend le train, quand on paye l'hôtel, quand on prend l'avion. La question dans la culture est encore en cours. Peut-être... Alors pour commencer, je vais vous présenter tous en quelques mots et 3 phrases. Et je vous demanderai juste, par principe, en un mot, une seule réponse. Est-ce que je suis plutôt pour ou plutôt contre ? On va commencer par le bout, donc l'extrême droite, pour vous dans le public. David Hamelin. David Hamelin est associé fondateur de l'Alhambra Théâtre, producteur et célèbre salle parisienne, plutôt un complexe événementiel avec concerts, théâtre, mais aussi événements. Et à côté de ça, David Hamelin est également vice-président humour du syndicat de la scène indépendante et représentant au sein du CNM, qui est le Centre national de la musique. Alors David, plutôt pour ou plutôt contre ? J'aurais tendance à dire plutôt contre, parce que beaucoup de questions sans réponse. Alors à tes côtés, David, nous avons, le temps que je déroule ça, Aurélien Payot. Aurélien Payot est revenu manager du théâtre du Lido. Vous connaissez tous le Lido, mais le Lido, ça a changé depuis 2 ans. Ça continue de changer, d'évoluer vers un théâtre musical, toujours sur les Champs-Élysées. Et cette évolution amène le Lido à faire évoluer aussi son public. Donc il y a tout un travail sur le public. C'est Luc Choplin qui dirige l'artistique du Lido. Aurélien est revenu manager de ce Lido, donc il bosse sur ces questions de clientèle, de billetterie. Plutôt pour, plutôt contre. Bonjour à tous. Donc, par rapport à cette présentation que vous venez de faire, pour moi, c'est plutôt pour. À tes côtés, Christian Dromantin. Christian Dromantin est directeur des ventes de la solution de billetterie suisse Smith. Il faut le faire, Suisse Smith. Smith se claim être le premier logiciel de tarification de billetterie dynamique adapté au secteur de la culture et du loisir, alimenté par l'IA. Donc, non seulement c'est dynamique, mais en plus, il y a de l'IA. Ça peut faire peur à certains. Christian est également entrepreneur dans le monde de la billetterie, puisqu'il a fondé à l'époque Patrivia. Plutôt pour, plutôt contre ? Plutôt pour. Bonjour à tous, moi je suis pour laisser le choix aux visiteurs et aux organisateurs de pouvoir bénéficier de la tarification dynamique. Donc plutôt pour. À tes côtés, Alban de Montmarin. Alban de Montmarin est fondateur et dirigeant de Place Minute, qui est à la fois une solution de billetterie, un agenda de distribution et une société de conseil en stratégie de billetterie, et qui revendique plus d'1 million de tickets vendus chaque année, depuis quelques années, et ça monte encore. Alban, plutôt pour, plutôt contre ? Ça dépend. Ok. Et enfin, last but not least, Olivier Darbois. Olivier Darbois est directeur général de Corrida, qui est un des gros producteurs indépendants de spectacles en France, qui exploite également la salle de la Cigale à Pigalle. Et Olivier est également le président d'Ecocène, qui est le syndicat des entrepreneurs de spectacles vivants privés. Il y a 2 syndicats. Celui-là, c'est un plus gros. Là, c'est indépendant plus petit. Souvent, les indépendants sont plus petits que les plus gros. Olivier, plutôt pour, plutôt contre ? Moi, bonjour à tous. Je n'ai pas de dogme. Je pense que c'est le marché qui présidera. Donc, je serais plutôt pour, à condition de le contrôler, de le maîtriser. Super. J'aimerais savoir si on peut être d'accord, tous,
sur une chose. Si j'essaye de définir ce qu'est la tarification dynamique en disant c'est un ensemble de dispositifs qui permettent de faire évoluer le prix des billets en fonction de différents critères. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus? Ok, donc ça c'est bien déjà, ils sont tous d'accord. Alors pour moi, il y a 4 grandes questions en fait. Et on pourra mélanger, hein, on va débattre éventuellement aussi avec la salle. Il y a la question culturelle et sociétale. Est-ce qu'on peut faire rentrer cette posture commerciale de la tarification dynamique dans le monde de la culture, comme c'est le cas dans le monde de l'aérien, dans le monde de l'hôtellerie, etc. Il y a évidemment la question de l'acceptation du public. Est-ce que le public va accepter ce principe de voir les prix des billets évoluer en fonction de la météo ou d'autres facteurs? Il y a la question de l'automatisation des process, c'est-à-dire c'est cette fameuse IA notamment, ou les algorithmes. Sur quel principe est-ce que cette tarification dynamique ferait évoluer les prix? Est-ce que c'est parce que la salle est pleine? Est-ce que c'est parce que je ne sais quoi? Et enfin, il y a la question de la transparence de ces process. Est-ce que le public aura accès, pourra savoir qu'est-ce qui fait que le prix monte ou que le prix descend, comment je fais pour avoir mon ticket moins cher, un peu comme c'est le cas avec la SNCF, où des fois on ne sait pas pourquoi un train est cher, un autre n'est pas cher, voilà. Alors peut-être j'aimerais commencer par ceux qui sont plutôt pour et qui le font déjà. Et peut-être là-dessus, Christian, avec cette société suisse, Smith, est-ce que tu peux nous expliquer comment, aujourd'hui, vous mettez en place de la tarification dynamique, comment ça fonctionne, qui est content de ça, est-ce que ça augmente les revenus, est-ce que ça marche? Oui, merci pour la question. Et bien, effectivement, nous, on remarque que l'ensemble des personnes qui utilisent la tarification dynamique à travers Smith ne reviennent pas en arrière, à la fois pour les bienfaits des visiteurs, parce que les visiteurs, une fois qu'ils l'ont utilisé, ne veulent pas revenir en arrière, mais également les organisateurs. Sur la tarification dynamique, il y a 2 process assez simples. Le premier, un peu comme la SNCF par rapport à l'exemple de tout à l'heure, c'est de dire plus le temps passe, ou plus une salle ou un train se remplit, plus le prix du billet augmente. Ça, c'est la première manière d'utiliser la tarification dynamique. Et la deuxième, c'est de dire, par exemple, j'ai un prix fixe, un prix d'entrée à 10 €, et en fonction de la fréquentation ou de la météo, le prix peut baisser. C'est-à-dire qu'imaginons, il ne fait pas beau, et j'ai décidé préalablement de dire que s'il ne fait pas beau dans une période de basse fréquentation, le prix va automatiquement se baisser. Ok, mais si j'ai acheté mon billet avant qu'on sache qu'il ne faisait pas beau, plus cher, et finalement il ne fait pas beau, et les autres ils l'ont moins cher, mais moi je l'avais acheté plus cher, vous me remboursez? Et ça, c'est au choix de l'organisateur de pouvoir rembourser les billets ou pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est de baisser, enfin, c'est de permettre, notamment nous, ce qu'on préconise le plus, c'est effectivement de baisser les billets par rapport à une fréquentation basse. Il n'y a que des coûts fixes, et donc on se dit on va aider les organisateurs d'événements à pouvoir remplir les salles un peu mieux, un peu plus. Et de manière globale, pour rebondir à votre question, on a une augmentation de 25% des revenus, ce qui permet en fait d'avoir des revenus supplémentaires. D'accord, donc plus 25% de revenus et plus combien de fréquentation quand il ne fait pas beau, par exemple? Ça dépend de chaque lieu. D'accord, ok. Aurélien, toi tu l'utilises aussi, cette tarification dynamique. Comment est-ce que tu l'utilises et comment est-ce que ça fonctionne? Alors effectivement, pour contextualiser un peu, je représente le Théâtre du Lido que vous connaissiez certainement en tant que cabaret, qui est aujourd'hui donc théâtre de la comédie musicale, qui plus est anglo-saxonne. Donc effectivement, c'est un repositionnement, une nouvelle stratégie qu'on essaye de mettre en place. Et moi, au niveau de la billetterie, quand j'ai été recruté, ça a été un peu mon dada, effectivement, de se dire, voilà, j'ai une salle, j'ai 1000 places à vendre, et puis sur un spectacle anglo-saxon où on sait que la population française n'est pas la plus friande, effectivement, d'avoir de l'anglais, même si on est en surtitre, et avec effectivement cet avantage de l'autre côté, c'est de s'appuyer sur un socle à l'international d'environ 60% de ma clientèle.
Et donc avec ce mix-là, c'était de se dire, et puis en plus une représentation de 60, 80 dates, donc ça fait à peu près facilement 8000 places à 80 000 places selon les spectacles à remplir, avec une fréquence de 7 représentations semaine. Donc c'est un certain rythme où effectivement avec une création, etc. Et donc il fallait rentabiliser très rapidement le coût et le show. Et donc pour moi ça faisait partie et tout naturellement partie de ma stratégie de mettre en place ce dynamic pricing. Le dynamic pricing qui est pour moi en jouant simplement sur la catégorisation, en jouant sur effectivement une grille de départ assez transparente pour le client et de les faire évoluer en fonction effectivement des taux de remplissage, de la pénurie de certaines catégorisations, de certaines places, de certains jours finalement, puisque ça aussi c'est quelque chose qu'on a su développer. On a créé des matinées 15 heures pour faire venir un peu plus le public. On a effectivement recatégorisé la salle et c'est sur tous ces leviers-là, voire même jouer sur des grilles, finalement semaine, week-end, matinée. Donc on est sans cesse en train d'analyser, de répéter, de regarder les tendances, les fréquences d'achat pour stimuler le remplissage de la billetterie dans un milieu qui est aussi concurrentiel chez nous. Et donc on fait évoluer comme ça quasiment tous les jours la billetterie. Alors aujourd'hui, étant donné qu'on a 2 ans d'existence, on n'est pas encore doté de logiciels, mais ça va être aussi l'occasion aujourd'hui de découvrir les professionnels du milieu pour professionnaliser un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, c'est du manuel, de l'extraction, du tableau Excel. Comme quoi on peut commencer pierre par pierre à évoluer vers ce principe-là du dynamic pricing et de demain, de l'automatiser. Aujourd'hui, les premiers effets, je peux, sur une place, finalement, avoir facilement 20% effectivement de revenus supplémentaires. Après, je ne suis pas encore dans cette phase de pénurie entière de ma salle. Donc, moi, je suis plutôt là pour essayer effectivement d'aller chercher le spectateur supplémentaire, le spectateur qui est en séjour sur Paris, etc., pour animer ma salle. Donc c'est 20% de revenus supplémentaires, c'est 20% de fréquentation en plus ou c'est juste 20% de revenus en plus? Alors là, l'analyse c'est vraiment 20% de revenus supplémentaires. Pourquoi? Parce que là aussi dans la dynamic pricing, je peux faire simplement le spectacle seul, je peux faire évoluer par des packages, par de l'hospitalité à proposer au niveau des clients. Donc ça fait augmenter finalement le panier moyen. En termes de fréquentation, je gagne aujourd'hui 5%, 10% grand maximum sur certaines salles. D'accord, donc dans le public, finalement on se rend compte que il n'y a pas forcément beaucoup plus de public, mais il y a plus d'argent qui rentre, donc finalement c'est plus cher pour le public. D'où on est dans le débat, c'est pas vraiment son intérêt aujourd'hui, qui est ce dynamic pricing, parce que ça permet de lui soutirer plus d'argent, mais pas forcément de remplir plus les salles. Où on en est, mais on va continuer. Et alors, tu as parlé des grilles. Les grilles, c'est quelque chose qui existait déjà avant, parce que la grille, par nature, elle est fixe, justement, ou les catégories. Il y avait déjà, depuis toujours, le fait d'avoir certaines soirées ou certains après-midi qui pouvaient être moins chères, ou d'avoir des catégories de billets moins chers, mais c'était fixe. Là, la différence avec le dynamic pricing, c'est que ça peut bouger d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Alban, peut-être, toi, de ton côté, est-ce que tu peux dire que tu l'utilises déjà, finalement, ce dynamic pricing? Alors, quand je dis ça dépend, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est en fait très simple, c'est que ça va dépendre de l'événement en tant que tel. Pour mettre en place de la tarification dynamique, il faut qu'il y ait un déclencheur. Déjà, nous, alors il y a ce qu'on est capable de faire techniquement, donc sur le taux de remplissage et sur les jours de la semaine et sur les horaires, on est capable de tout faire. Et ce que moi je conseille, quand je conseille les différents producteurs, pour moi, la tarification dynamique vers le haut est un risque pour la logique du bien culturel. Alors après, ça dépend, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le loisir que dans la culture, mais avoir une logique de tarif qui augmente selon le taux de remplissage de manière abusive peut avoir un effet contre-productif. Parce que le train, parce que tu donnais l'exemple du train par exemple, le train, tu as besoin d'aller à Lyon tel jour, tu vas regarder les prix de Lyon tel jour et tu vas voir si tu vas venir plus tôt, plus tard, à la rigueur la veille, mais il faut que tu ailles à Lyon et tu vas le comparer à la voiture et à l'avion. Dans le bien culturel, et principalement dans les grandes villes, si tu veux aller voir un spectacle parce que tu en as entendu parler ou tu as vu une pub qui t'a plu, tu arrives sur la billetterie et tu trouves que le prix est déconnant, tu vas juste pas acheter le billet. Il est là le souci. Donc nous, on a vu la tarification dynamique comme une logique de marketing plus que d'une logique de tarification.
C'est-à-dire on fait de la tarification dynamique, mais il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Par exemple, Éternel Notre-Dame, qu'on gère depuis 3 ans, l'élément déclencheur, c'est qu'on s'est rendu compte que le sold-out du week-end était 6 jours avant le week-end. Donc il y avait un délai pendant 6 jours où des gens n'achetaient pas pendant le week-end parce que le week-end était plein. Et se répercuter sur les week-ends d'après. Donc l'idée, elle a été assez simple. Elle a été de dire, on augmente le tarif du week-end, mais en contrepartie, pour le spectateur qui a moins de moyens, on va lui donner des créneaux le soir et entre midi et 2 sur les jours de semaine moins chers pour qu'il puisse aussi profiter de l'expérience. On a reculé le sold-out de 3 jours puisque maintenant il est arrivé le jeudi et plus le dimanche d'avant. Et on a augmenté de 30% le remplissage de la semaine grâce à la tarification inférieure qu'on a mis en place sur la semaine. Donc on n'a pas baissé le taux de remplissage du week-end. On a augmenté les revenus du week-end et on a augmenté le taux de remplissage de la semaine en baissant un peu le prix moyen de la semaine, mais avec un global plus élevé. Mais avec tout le monde qui s'y retrouve, c'est-à-dire avoir une logique à la fois du côté du producteur, effectivement on est là pour augmenter tes revenus, mais on est aussi là pour le spectateur final, puisque Place Minute est une des seules billetteries à avoir les deux, c'est-à-dire est une logique de solution technique B2B et un agenda de distribution B2C. Donc on donne notre marque aussi en même temps à nos producteurs, et il faut qu'il y ait une certaine logique pour le consommateur. On ne peut pas prendre le consommateur à chaque fois pour juste la personne qui paye. Ça, c'est un exemple de ce qu'on est capable de faire. Mais il y a d'autres exemples où tu vas, même dans un spectacle en tant que tel, pouvoir faire de la tarification sur une date en question qui va plutôt être sur une logique de calendrier, où tu vas être plutôt sur les séances du début en étant très agressif sur les tarifs des séances du début, pour les augmenter après petit à petit par rapport à ton taux de remplissage, mais toujours en permettant à certains moments de permettre des tarifs moins chers pour que tout le monde puisse profiter de l'expérience. D'accord, donc de la tarification dynamique avec, pas comme objectif de faire augmenter les revenus, mais de permettre différentes offres, en fait, de s'adresser à plus de publics différents. Peut-être David, un concept comme ça, tu ne peux pas être contre. Alors encore une fois, on n'a pas la prétention d'avoir les réponses à tout. Par contre, on a la prétention de se poser beaucoup de questions. Les questions qui se posent sont liées aussi à la temporalité. C'est intéressant en fait ce qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure, puisque dans le spectacle vivant, vous l'aurez compris, il y a des logiques temporelles qui sont à la fois basées sur des spectacles dits en série et des spectacles dits représentation unique. Donc on pourrait effectivement faire un parallèle avec ce qu'on vient d'évoquer là sur la SNCF, sur les entrées de Notre-Dame ou le Lido, puisqu'il y a un volume de représentation assez important, ou un volume d'entrée, de jours d'accueil, pardon, qui est important. En revanche, quid de la logique sur des représentations uniques ? On va considérer effectivement qu'a priori, la logique est un peu différente. Donc, encore une fois, pas de réponse absolue. On fait, on va dire, un raccourci entre le pour et le contre, mais beaucoup de questions, et ça sous-entend une logique de cadrage, en tout cas, et une logique de éviter les dérives, éviter plein de choses, parce qu'on ne doit pas oublier que le résultat final, c'est le consommateur qui le paye. Donc, encore une fois, on ne lutte pas contre les technologies, les avancées technologiques. On essaye juste de dire attention aux dérives, attention à certaines choses qui peuvent se produire. Donc, pour répondre concrètement à la question, pas forcément contre, mais on peut se rendre compte qu'en fonction des temporalités et des événements concernés, il peut y avoir effectivement un phénomène inversé. C'est ce que tu disais. Donc voilà, c'est la première réponse que je peux apporter à ce type d'échange-là au prime abord pour tout le monde. Encore une fois, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Donc, il faut être précautionneux en fait. D'accord, donc un besoin quand tu dis de cadrage, c'est de législation, et je ne sais pas si c'est le mien. Le législateur doit se pencher sur la question ? Alors encore une fois, là aussi c'est pareil, à titre tout à fait personnel. La personne que je suis toujours un peu embêté avec le côté état gendarme, législateur qui veut tout réguler, parce que je trouve qu'on se déresponsabilise tous. Je pense qu'il faut aussi en appeler à la responsabilité de chacun, donc les acteurs que nous sommes du secteur, sur les pratiques, ce que l'on utilise, et cette logique de transparence vis-à-vis du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le consommateur a souvent tendance à dire qu'il ne comprend pas bien les logiques, justement, des tarifications, puisqu'on parle de ça. Pourquoi plus cher, moins cher ? Pour quelles raisons ? Encore une fois, sur des logiques de temporalité, comme on a dit, fréquence des trains, destination régulière, etc., ça peut s'expliquer, je pense que c'est à la portée de tout le monde. En revanche, sur d'autres types d'événements qui sont plus uniques ou en plus faible densité, la transparence du parcours client, en général, il la cherche.
Olivier, le marché peut se réguler tout seul, ou il y a besoin de... Alors, déjà, il y a une typologie qui est tellement vaste. La tarification dynamique peut s'appliquer plus facilement. La culture, en France, il y a l'exception culturelle, il y a la culture, disons, le spectacle public, il y a le spectacle que j'appellerais semi-public, qui bénéficie de beaucoup de subventions, et il y a le spectacle privé. Déjà, le spectacle privé, nous sommes dans une libre entreprise, dans une économie libérale. Je ne vois pas comment l'État pourrait réguler. L'État pourrait éventuellement demander à ce qu'on y mette des conditions. Je prends un exemple qui vient... en fait, on parle de tarification dynamique depuis la mise en vente d'un célèbre groupe anglais, Oasis, qui tout d'un coup a provoqué une onde de choc dans les pays, en France, mais dans les pays anglo-saxons. On voit très bien les limites de l'exercice parce que, en fait, vous avez des clients qui sont montés sur des plateformes qui ont fait la queue pendant 3, 4, voire 5 heures, sans aucune information en temps réel. Tout d'un coup, une petite fenêtre s'est ouverte pour eux. Ils avaient 2 minutes pour confirmer l'achat ou non du billet, sans avoir la transparence de la tarification. C'est-à-dire un billet mis à la base à 150 livres. Tout d'un coup, 2 heures après, leur achat était confronté à un billet à 350, 400, 500 livres. Donc ça, c'est intolérable pour le consommateur. Il faut préserver le consommateur. Maintenant, très sincèrement, moi, je représente une économie privée. En France, je pense que la tarification dynamique qui existe d'une autre façon, vous allez dans une salle comme l'Accor Arena ou comme toutes les grandes salles, vous avez des sections sur lesquelles vous avez des prix qui s'appliquent. Alors plus vous êtes éloigné de la scène, plus les billets sont bon marché. Donc on ne va pas dire que c'est de la tarification dynamique, mais en fait ça existe depuis longtemps, donc avec cette différenciation de prix. Donc la tarification dynamique, c'est effectivement nouveau, la technologie est là. Après, très sincèrement, en France, et parce que, justement, il y a la juxtaposition de plusieurs cultures, on va dire, une culture privée d'un côté, une culture semi-publique ou publique de l'autre côté, les choses ne sont pas aussi simples. Je pense que dans le privé, de toute manière, ce seront les acteurs, comment dirais-je, anglo-saxons qui vont nous l'imposer plus ou moins. Je doute que les artistes français aillent dans la tarification dynamique pour des questions de dogme, des questions de préserver leurs fans, leur image. Les Anglais ou les Américains n'ont absolument aucun problème dans cette tarification dynamique. Ils sont là pour optimiser leurs revenus. Je veux rappeler aussi que ce ne sont pas les producteurs qui vont l'imposer, ce sont les artistes. Quand je fais des concerts dans une salle comme l'Accor Arena, la négociation, elle se fait avec l'artiste. Et c'est l'artiste qui reste en maîtrise. Par extension, c'est le producteur qui doit rester également en maîtrise avec l'artiste, bien entendu, de la tarification. Je voudrais bien rappeler ici, puisque là, je suis quand même dans un forum de solutions techniques, de solutions de billetterie. Je voudrais rappeler à tout le monde que le billet, enfin la billetterie est le bien du producteur de spectacle, associé ou non avec l'artiste, mais en tout cas, c'est notre seul bien à ce jour. Donc la maîtrise appartient au producteur de spectacle, quelles que soient je dirais, les solutions techniques, souvent très innovantes. Le salon peut en témoigner, mais c'est le producteur qui décidera. Et je continue sur l'histoire des concerts. Les concerts sont de plus en plus... Enfin, il y a un bon nombre d'artistes où le produit est rare, parce qu'ils viennent faire 1 ou 2 ou 3 concerts maximum en France.
avec une demande incroyable. Donc forcément, les anglo-saxons qui n'ont aucun scrupule, enfin je ne sais pas, le mot scrupule est peut-être un peu fort, mais vont être tentés par justement dynamiser la billetterie pour maximiser les revenus. Et c'est dans une logique commerciale de marché, donc difficilement comment dirais-je, pour moi, ce sera très compliqué d'aller contre. Est-ce qu'il peut y avoir une autorégulation quand même, ne serait-ce que pour les Français, un engagement, et il y a le CNM aujourd'hui, ce genre de choses, pour dire ok, mais pas plus de 30% d'augmentation, par exemple, parce que si c'est comme en Angleterre, on passe par rapport au prix facial. Par rapport à quel prix ? Par rapport au prix facial du billet. Moi, la régulation de l'État qui est partout, très sincèrement, je ne la comprends pas. D'ailleurs, l'État ferait mieux de s'occuper du marché noir. Et le marché noir est un problème. Enfin, je peux en parler avec la scène indépendante. On lutte et on est seuls. Les deux syndicats sont seuls à lutter contre ce marché noir. Et je ne vois pas pourquoi l'État ne se... Vous savez, dans l'histoire du marché noir, pour répondre à votre question sur la régulation, dans le marché noir, il y a énormément d'acteurs qui pensent qu'ils peuvent acheter des billets dans les billetteries officielles et les revendre à des prix inconsidérés. Quand je dis on est seul, je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez, toutes ces plateformes qui font de la spéculation et qui, de temps en temps d'ailleurs, délivrent à leurs clients des billets qui n'existent pas. Quand on saisit l'État, nous avons une réponse comme quoi l'organe de contrôle qui s'appelle, je vais essayer de bien le dire, la DGCCRF. Voilà, ouais, donc je le dis à l'envers à chaque fois, mais ça c'est mon problème avec les acronymes, se déclare incompétent. Donc, à partir du moment où l'État veut réguler le marché, déjà qu'elle s'occupe réellement du marché noir qui est un fléau absolu pour les consommateurs. Ok, alors, peut-être, oui. Vas-y, Christian. Oui, si je peux rebondir, je pense que l'État a d'autres priorités avant de s'occuper de la tarification dynamique. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une question d'offre et de demande, et que dans le cas d'Oasis, pour le coup, effectivement, il y avait des billets à 150 livres qui sont passés à 300, 400 livres, mais après, on les a retrouvés sur le marché noir à 700 livres. Si le producteur ne met pas en place la tarification dynamique, ça va être des ressources en moins pour à la fois le producteur et surtout pour les artistes. Et donc ça fera de l'argent en plus pour le marché noir. Donc de toute manière, on ne peut rien faire contre l'offre. D'accord, donc la tarification dynamique, c'est finalement un outil de lutte contre le marché noir et de meilleure distribution de la valeur pour les artistes, les droits d'auteur, etc. Permet de protéger. Ouais, mais alors là, le souci, c'est que tu rentres dans un truc... Je me souviens d'une tentative d'une billetterie en Suisse pour Orelsan, qui avait commencé à vendre les billets hyper chers. Et quand il n'arrivait pas à les vendre, il baissait le prix. Il avait fait l'inverse. C'est-à-dire que tu te retrouves quand même maintenant dans une situation où tu ne vas permettre l'accès au concert qu'aux personnes qui ont les moyens. Et pour moi, là-dessus, c'est personnel, mais il y a un vrai problème. Il n'y a qu'à voir la réponse de Nicolas Sirkis d'Indochine qui a été questionné sur le sujet, qui a mis une volée aux producteurs d'Oasis sur le sujet. Et on parle aujourd'hui peut-être du seul groupe français qui serait capable de faire de la tarification dynamique, qui a vendu 650 000 billets en 2 fags. Voilà. On a beau critiquer ou pas aimer, ça reste des gros vendeurs de billets. Aujourd'hui, je me suis amusé, moi, à aller hier, justement pour la conférence, sur le site de l'Accor Arena, sur le site de la Défense Arena et sur le site du Dôme de Paris. Bon, aujourd'hui, les événements pleins à 4 ou 5 mois, on parle de Katy Perry, on parle de Lady Gaga, on va parler d'Offspring à la Défense Arena, mais M, en décembre, il n'est pas plein. Indochine, ils ont remis des dates en 2026, ils ne sont pas pleins. Il y a Jamiroquai à l'Accor Arena, il n'est pas plein non plus. La tarification dynamique, elle s'applique aussi dans des cas très limités de billets vendus extrêmement rapidement. Mais il y a déjà aussi des problématiques pour certains concerts, plus de logique de remplissage
que d'optimisation du prix du billet sur la tarification dynamique. Je parle bien sûr de la tarification dynamique à la hausse et pas à la baisse. Mais... Je voudrais quand même corriger un truc sur l'intervention de Nicolas Sirkis, que je respecte. La tarification dynamique, c'est l'artiste qui la demande. Ce n'est pas le producteur, ce n'est pas le méchant producteur qui va vouloir imposer sa tarification dynamique. Dans le cas d'Oasis, je vous le dis très clairement, c'est Oasis qui a demandé à faire cette tarification dynamique. Donc, arrêtons de blâmer les producteurs. Les producteurs travaillent avec les artistes. Les artistes, aujourd'hui, sont, encore une fois, dans la recherche de maximiser leurs revenus. Et pour une raison également, c'est qu'aujourd'hui, c'est le live qui rémunère les artistes. 70%, on va faire une moyenne, hein, mais 70% de leurs revenus proviennent du live. Donc voilà, l'équation, elle est très simple. De blâmer les producteurs de spectacles, c'est une hérésie. C'est l'artiste qui choisit son mode de commercialisation et qui l'impose à son producteur. Maintenant, vous êtes libre en tant que producteur de dire oui, j'y vais, non, je n'y vais pas. Mais ne soyez absolument pas... comprenez que si le producteur demande la maîtrise de la billetterie, néanmoins, il doit faire avec l'artiste. David ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Olivier. Effectivement, le producteur, on est de moins en moins les décisionnaires. On est obligé de composer avec la volonté des artistes, puisque là aussi, on a assisté depuis une quinzaine d'années, pour pas dire plus, à une évolution du rôle de l'artiste. L'artiste n'est plus qu'un seul artiste, il devient même limite producteur, entre guillemets, ou coproducteur. Maintenant, il est quand même dans notre intérêt à tous, au sein du secteur, de la filière, de raisonner sur les évolutions technologiques et encore une fois sur le risque de dérive. On n'est pas forcément non plus obligé de cautionner et de plier ou de fléchir systématiquement à la volonté des artistes, même si je te rejoins, les anglo-saxons, les américains, on a un petit peu de mal à discuter avec eux, hein, ils nous imposent beaucoup de choses. Mais si effectivement il y a un fléchissement immédiat sur une pratique qui se généralise, visant effectivement à upgrader les rémunérations des artistes, parce que je suis d'accord, c'est le live aujourd'hui hein, qui est le plus important pour les artistes, plus que le disque, entre guillemets. On voit bien qu'il y a eu une inversion. Il est quand même important pour nous de bien réfléchir sur le cadrage. Et quand je parlais d'un cadrage, encore une fois, moi je ne parle pas forcément du législateur, je parle aussi de la responsabilité de chacun, des professionnels que nous sommes, sur l'utilisation d'une technologie pour éviter effectivement ce type de dérive. Maintenant, pour nous, encore une fois, il faut qu'on raisonne. On ne doit pas se laisser embourber ou se laisser emmener vers quelque chose par facilité. Bien sûr que augmenter les revenus de chacun, ça a son sens. Mais encore une fois, là, je risque de faire friser des oreilles. Moi, je fais partie de ces gens, de ces dirigeants d'entreprise qui sont aussi assez intéressés sur la répartition des richesses, dans le sens où le meilleur équilibre d'un marché, quel qu'il soit, c'est d'essayer, en tout cas, essayer de maintenir une répartition auprès du plus grand nombre pour que cette dynamique continue, que les nouveaux artistes continuent d'exister, etc. Parce qu'on ne peut pas ignorer non plus que, encore une fois, on parle beaucoup des artistes, des producteurs, de la chaîne de distribution, d'exposition des artistes, mais on a toujours du mal à parler finalement du consommateur, celui qui paye à la finale. Un consommateur qui va se retrouver potentiellement avec des prix d'accès à des représentations de concerts live, par exemple, puisqu'on en parle là, à des prix extrêmement élevés. Nous le savons bien au travers des différentes études que les différents organismes, à la fois d'État et ou professionnels comme nous menons régulièrement pour voir un peu les tendances des pratiques des consommateurs et comment ça évolue, que leur pouvoir d'achat n'est pas extensible. Donc on ne peut pas non plus ignorer ou supposer, je ne vais rien affirmer, que le spectateur qui va dépenser, je vais dire n'importe quoi, hein, 300 € pour accéder à un live, à un concert live, il aura du mal à réinjecter de l'argent au fur et à mesure de son année, de sa saison, peu importe, sur d'autres événements. Donc encore une fois, on n'a pas de réponse absolue, mais c'est en toute logique toujours bien réfléchir sur les conséquences. Ne faisons pas, enfin ça c'est mon avis très personnel, ça n'engage que moi, ne faisons pas comme la majorité des sujets que l'on traite, où on pense en fait à l'objectif à atteindre et on ne
pense que très peu aux conséquences. Je ne vais pas en citer parce que c'est pas l'endroit ni l'objet, mais il y a tellement de sujets pour lesquels l'humanité, l'être humain, n'a pas vraiment raisonné sur ces conséquences, et finalement, on essaye de les traiter une fois que les choses arrivent. Donc, pour une fois, peut-être essayons d'anticiper. Donc David, toi tu demandes une réflexion globale qui s'intègre dans les pratiques culturelles au global en fait. Il y a Philippe Chaplon qui est toujours aujourd'hui délégué du syndicat à la scène indépendante. Alors il peut parler parce qu'il représente un petit peu Mathieu Drouot qui était voilà. Absent. Peut-être tu peux monter debout ici, tout le monde te verra, c'est mieux. Bonjour à toutes et tous, donc Philippe Chaplon, délégué général de la scène indépendante. Oui, si Mathieu Drouot, que je vous prie de bien vouloir excuser, il est souffrant aujourd'hui, n'a pas pu venir, s'il était venu, il vous aurait dit qu'il est opposé à la billetterie, à la tarification dynamique, mais il n'est pas opposé pour être opposé, il est opposé parce que, je veux dire, et on a fait un groupe de travail dans le syndicat, il est ressorti qu'on est quand même dans un secteur où... Tourne-toi Philippe, les caméras sont là-bas. On est dans un secteur où la diversité culturelle et l'exception culturelle, comme l'a dit très justement Olivier tout à l'heure, est quand même la base du travail des producteurs et de l'expression artistique. Donc on est dans un système qui est quand même d'une certaine manière protégé avec des règles particulières. Je vous rappelle qu'on a une TVA à taux réduit à 2,10. D'ailleurs qu'on est en train petit à petit de se faire grignoter du fait de certains billettistes, je dois le dire, qui dans les grandes salles nous imposent automatiquement un taux de 5,5 de TVA. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes redressés par le fisc, et on est tout à fait opposé à ce qui est en train de se passer. Nous sommes très attachés au maintien de ce taux de 2,10 sans lequel nos productions ne peuvent pas vivre. Il faut quand même savoir une chose, ici on parle de billetterie, de tarification dynamique, comme si tous les spectacles fonctionnaient et que tous les producteurs avaient des marges énormes. Je veux dire, alors que c'est le contraire, on a de moins en moins de marge, et qu'aujourd'hui, si on perd l'exception culturelle avec tout ce qui va au niveau fiscal avec, ben c'est 3,50 de billetterie, c'est une billetterie, je veux dire, qui va être assujettie à une TVA beaucoup plus importante. Donc l'inquiétude des indépendants, elle est là. On est en face de quelque chose qui pourrait nous faire nous comporter exactement comme si le spectacle n'était pas un bien particulier, comme si c'était un bien commun. Et quand on prend toujours l'exemple de la SNCF, moi je sais pas, hein, vous êtes content vous de payer votre billet, je veux dire, si vous allez 3 fois sur le site, votre billet il augmente. Non, moi je suis pas du tout content de ça. Je veux dire, en tant que consommateur, et pourquoi le public il serait content, je veux dire, de payer davantage. Donc, il faut faire attention. Et il faut que, à travers la billetterie dynamique, il faut que le producteur reste le décideur du prix du billet, de la manière dont le billet, et qu'il sache exactement comment fonctionnent ces systèmes. Parce que ce qu'on ne nous dit pas sur la billetterie dynamique, c'est qu'aux États-Unis, quand vous prenez vos billets, vous avez vos adresses Internet, etc. Et vous avez, en tant que consommateur, des prix selon vos moyens. Donc vous n'avez pas les mêmes prix que ceux qui n'ont pas les moyens. Donc ça va vers ça. Donc quand vous nous dites on va gagner 25%, mais non, on n'y croit pas du tout à ça. Non, franchement, ça c'est pour nous faire rentrer dans un système. On est très inquiet justement de cette chose-là. Le public, il a des moyens qui sont quand même limités. En France, effectivement, et ça Olivier le disait très justement, on n'a pas du tout la même politique. Vous savez qu'il y a des concerts qui se vendent 25 000 € la place actuellement sur les Lady Gaga aux États-Unis. Je dis bien 25 000 €. Hein. Je veux dire, on en est loin en France. Donc attention, c'est ça la billetterie. C'est de la tarification dynamique, c'est accepter qu'on aille vers quelque chose. Et je vous rappelle qu'en France, la tarification dynamique, si elle devait s'appliquer, est-ce qu'on va l'appliquer au théâtre? Est-ce qu'on va l'appliquer au cirque? Est-ce qu'on va l'appliquer à la danse? Donc, c'est pour ça que David est très, très prudent et qu'on est très inquiet là-dessus, et que même, je vois, Olivier est très prudent par rapport aussi. Effectivement, quand on travaille avec des artistes américains, je veux dire, ils viennent en France et ils ont déjà cette habitude d'utilisation de la billetterie. C'est sûr que le producteur
de grands concerts, il va être beaucoup plus, je vais dire, confronté à ce type d'interrogation que la compagnie de théâtre, etc. Donc, faut pas. Quand on parle de billetterie, de tarification, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que vous pourriez travailler ensemble sur une espèce de code de bonne conduite, sur une espèce de qu'est-ce qu'on veut pas, un peu général, mais entre vous, pas avec l'État. Juste avant, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit rapidement, parce que on n'a pas vocation, et je pense que Christian est d'accord avec moi, d'imposer, la tarification dynamique aux producteurs, et deux, quand on dit 25% de revenus supplémentaires, moi je parlais d'un cas concret avec un élément déclencheur, avec une tarification dynamique à la baisse. Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose. Je suis entièrement contre, personnellement, le fait d'augmenter les prix et de vouloir absolument que le billet soit le plus cher possible, et je suis le premier à défendre ça, et j'ai pas de problème avec ça. Je parle juste de tarification, on peut même l'appeler évolutive. Le problème, c'est que nous, on l'appelle évolutive chez nous. On l'appelle même pas dynamique, parce qu'en fait, dynamique a justement cette mauvaise image. C'est juste une tarification évolutive pour maximiser les taux de remplissage et permettre d'avoir un prix du billet à peu près valable pour tout le monde, selon les séances, c'est tout. Si je me permets de rebondir, en fait, le fait d'avoir une tarification dynamique à la baisse, ça permet en fait de pouvoir démocratiser la culture pour le plus grand nombre, parce que des personnes qui n'auraient pas forcément 15 € à mettre dans un ticket de spectacle préféreront mettre 8 €. Ce qui est très important dans ce que vous venez de dire là, c'est que vous êtes positionné en tant que solution technique. On n'est pas opposé aux gens qui font des solutions techniques. Au contraire, puisque, comme l'a dit Olivier, finalement, la billetterie dynamique, même toi tu l'as dit, billetterie dynamique signifie quelque part une forme d'automatisation d'un principe de levier tarifaire. Moi, du haut de mes 50 ans, je fais de la billetterie depuis 20 ans. Vous parliez tout à l'heure de grille tarifaire qui est existante, mais en fait, on pratique tous de la billetterie dynamique depuis des années, avec des grilles tarifaires sur des prix de base que l'on fera varier en fonction de ce qu'on appelle des animations marketing de billetterie, avec les opérateurs historiques que l'on connaît tous, par exemple. Donc, la question qui se pose, c'est le principe de l'automatisation et des critères que l'on mettrait à l'intérieur pour utiliser cette billetterie dynamique. Donc, transposer une version manuelle, on l'aura plus ou moins compris, tu parlais tableau Excel, etc. Voilà, c'est la version manuelle, vers une automatisation des solutions que sont les vôtres. Je pense que on ne va pas s'opposer à ceux qui proposent la solution. Ce n'est pas le sujet. C'est, encore une fois, la logique de réflexion et de cadrage en dehors du législateur, d'une certaine façon. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, est-ce qu'on serait capable de s'entendre entre nous sur un code de bonne conduite entre professionnels de la filière et du secteur ? Moi, je crois qu'on est tout à fait capable de le faire, oui. Olivier ? Moi non, je pense qu'on est... Parle bien dans le micro, Olivier. On est dans l'incapacité de le faire, parce que je reviens à ce que je disais en préambule, la typologie est tellement vaste que oui, moi, à mon niveau, je serais contre la billetterie dynamique pour certaines esthétiques, quand je dis esthétique, certaines typologies de spectacles, mais je serais OK pour d'autres. Donc c'est extrêmement... Encore une fois, nos métiers sont très vastes et comment dirais-je, ceux qui doivent garder la maîtrise aujourd'hui produisent tout type de spectacle. Après, je voudrais quand même revenir sur, ne soyons pas non plus naïfs, la billetterie dynamique, je la vois guère dans le sens contraire, c'est-à-dire des billets qui sont vendus à la casse ou à la baisse. J'ai un grand doute là-dessus. Je pense que ça existe. Pourrait te montrer. Non, mais je pense que ça existe dans certaines certaines typologies, oui. Dans certaines typologies, mais bien sûr. Mais pas dans d'autres. Donc c'est pour ça, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on la présente. C'est pas binaire. C'est pas oui, je suis pour, non, je suis contre. Oui, ça dépend. C'est extrêmement complexe. C'est pour ça que se réunir ensemble, il faudrait réunir les salles aussi, parce que les salles, elles sont aussi partie prenante dans un spectacle. Elles savent comment elles peuvent, d'une certaine façon, augmenter ou pour encore une fois, optimiser
comment dirais-je, le remplissage. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si les producteurs de spectacles veulent gagner de l'argent, comme tout le monde, les artistes, il y a aussi un objet, c'est de faire en sorte que la salle soit optimisée au niveau du remplissage, parce que pour un artiste et même pour le public, de jouer dans des salles semi-vides, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de... C'est une déflagration, quoi. Alors, là-dessus, Olivier, c'est important. Est-ce que, au moins sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le fait d'augmenter le remplissage, de l'optimiser au maximum, est-ce que là, il n'y a pas quand même un truc à faire? C'est-à-dire se dire la tarification dynamique, ok, pour augmenter le revenu, faisons gaffe, machin, mais pour qu'il n'y ait pas de place vide dans la salle, c'est quand même un super outil, non, David? Ça peut l'être s'il est encore une fois maîtrisé. Et c'est ça, moi, je suis très concerné par la maîtrise de cette... Qu'est-ce que tu entends par maîtrise précisément Encore une fois, c'est le producteur avec son artiste qui doit maîtriser. Voilà. C'est ni la salle, ni les billetteurs que vous êtes. Enfin, j'imagine que le parterre est plein. C'est le producteur avec son artiste. Pardon, mais je pense que la salle joue aussi par rapport à son habitude de remplissage, son habitude de la population qui vient effectivement à sa salle. Moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est que... Parce que vous produisez, parce que la salle produit. Un spectacle sur 2, effectivement, on fait 2 représentations à l'année. Un spectacle, c'est une location étrangère qui vient... En plus, nous, anglo-saxons, donc effectivement, avec leur modèle qu'ils appliquent à New York, qu'ils appliquent à Londres, qu'ils appliquent même à Montréal et n'importe où en France, enfin dans le monde, et quand ils arrivent en France, ils sont un peu perturbés. Et nous, on est là aussi pour les aiguiller sur la bonne tarification. Je n'ai pas de contradiction. Surtout si vous êtes producteur, je n'ai pas de problème avec les salles qui produisent. Et quand on est producteur, effectivement, là, on peut appliquer ce que l'on veut. Mais moi, je vois ce principe de dynamic pricing par un système de régularisation ou de stratégie, en se disant, par rapport à mon habitude, par rapport à mes fréquences de réservation, par rapport aux critères effectivement qu'une prod peut avoir quand elle arrive chez nous pour avoir son seuil de break, et surtout la connaissance de notre public. Moi, c'est par ces outils-là que je vois effectivement un avenir, parce que ça va nous aider à bien piloter, à avoir un prix juste dès le départ, et pas de se dire je tape trop haut, il va falloir que je baisse, ou si je baisse trop facilement, le public il va se dire pourquoi j'achète tout de suite alors qu'en attendant finalement un J-1 d'un spectacle, je peux l'avoir à 5 €. Donc, non, mais je ne suis pas en contradiction. On est vraiment sur cet outil-là qui va nous aider à analyser un prix de départ et après d'animer par... Alors encore une fois, moi de mon côté, j'anime de manière un peu cachée parce que effectivement ça évite cette réflexion côté consommateur de se dire tiens c'est bizarre aujourd'hui elle est à 40, demain elle est à 50, mais avant-hier je l'ai vue à 100 € la place. Moi en fait les animations sont parce que je connais la population et j'arrive à faire des offres un peu sous-marins pour cibler, tiens, il me faut un peu plus de carré or, je vais aller chercher ma population qui vient régulièrement parce que je la maîtrise, etc. Et vous connaissez vos publics. C'est par cette stratégie-là que je vais connaître au fur et à mesure. Là, en 1 an et demi, j'arrive effectivement à connaître la population qui vient au Lido. Est-ce que c'est une étrangère? Est-ce que c'est une française? Est-ce que c'est une parisienne? Quelle est son habitude? Quelle est sa fréquence? Quel est son panier moyen quand elle se déplace chez nous? Aussi bien sur de la billetterie et en plus au niveau du bar chez nous quand elle commande du F&B, etc. Est-ce qu'elle fait de la prévente? Est-ce qu'elle fait que de la consommation en one-shot? Enfin, voilà. Et c'est ce principe-là qui va me permettre de faire évoluer 5 € de plus, 5 € de moins, mais de manière très raisonnée, bien calculée par rapport au spectacle aussi qui va se jouer. Si je peux me permettre de rebondir, en fait, effectivement, nous, chez Smith, par rapport à la billetterie, et pour ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ça permet de cadrer ce que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez dire, si mon taux de remplissage est inférieur à 25%, 2 jours avant l'événement, alors qu'il pleut, je peux décider de baisser le prix du billet de X%. Mais en fait, la tarification dynamique par l'IA ne fera jamais baisser un billet ou le faire évoluer au-delà de ce que vous avez décidé de faire. C'est juste que ça se fait de manière automatique et de dire, voilà, par exemple, je sais qu'il y a une fréquentation basse et que si je ne fais pas X% de visiteurs, je perds de l'argent. Voilà, tout simplement. Donc c'est possible de maîtriser. Les idées que sont les vôtres. Et, en fait, ce que l'on constate là, c'est qu'on a une solution technologique qui a priori nous permettrait de mieux appréhender l'acheteur, en réalité, savoir qui il est.
Et c'est vrai que les producteurs ont cette notion depuis plusieurs années de se réapproprier la donnée des acheteurs, savoir qui ils sont, quelles sont leurs capacités à. Donc là-dessus, pas de problème. D'un point de vue technologique, les solutions au travers de la billetterie dynamique sont assez complètes avec la data, le CRM. Je vais parler limite de choses que je ne maîtrise pas très bien, mais qui sont le cœur du sujet pour les producteurs et les diffuseurs de spectacles, les acteurs du spectacle vivant. Donc ça, c'est très positif, parce que ça nous permet de mieux identifier les spectateurs, savoir qui ils sont, comment ils peuvent évoluer et comment on peut les informer de façon plus active. Ça fait référence à un ancien, voire toujours actuel débat avec des distributeurs historiques et nationaux sur la logique de la propriété de la data et savoir qui achète, etc. etc. Bref, on va pas repartir là-dedans. Mais effectivement, cette solution de billetterie dynamique nous montre cette force de compléter finalement au travers de la data et du CRM. Donc là, pour nous, les producteurs ou les salles, même si moi je représente une salle qui pour le moment ne fait plus de production, mais qui en a fait aussi, notre logique, effectivement, c'est de se réapproprier tout ça et de pouvoir communiquer directement auprès de l'acheteur, finalement. Donc, il n'y a pas d'opposition. Mais tout ça pour dire que, en parallèle, vous l'aurez tous compris, c'est que les solutions de billetterie aujourd'hui évoluent, ont la nécessité d'évoluer au travers, effectivement, de la data et du CRM. Voilà, c'était juste pour faire un résumé des deux. Peut-être il y a des interventions ou des questions dans la salle. S'il y a, n'hésitez pas. Alors, faut venir, en fait, parce que le micro, il est loin, là, il faut se rapprocher et il faut se présenter. Oui, bonjour, merci. Régis Chapochnikov, Opéra de Paris. Moi, j'avais une question qui est quand même relative aux pratiques commerciales, parce qu'on a évoqué tout à l'heure une manière de faire de la tarification dynamique un peu cachée, qui, en fait, on peut constater dans à peu près toutes les salles de théâtre vivant, qui est de jouer sur la catégorisation. Vous avez tout à l'heure parlé de la catégorisation des places. Et donc, on peut avoir, par exemple, une place qui est le lundi en deuxième catégorie et qui, le mardi, passe en première catégorie parce qu'on n'a plus de première catégorie dans la salle. Je comprends bien qu'on n'a pas forcément envie que le législateur mette son nez là-dedans, mais il y a quand même des pratiques commerciales qui sont encadrées. Et une question que je me pose depuis longtemps, c'est vraiment une question, hein, c'est une interrogation, c'est dans quelle mesure certaines pratiques commerciales ne relèvent pas de la tromperie. Parce que ça, si on le met dans une perspective qui est aussi une perspective, par exemple, de pratiques marketing, on peut imaginer parfois que vous avez des gens qui ont des deuxième catégorie, des places de deuxième catégorie, ils se présentent à la salle, et il se trouve que ce jour-là, en fait, il nous reste plein de places de première catégorie, et du coup, pour être sympathique avec nos spectateurs, on leur propose, pour une très modeste somme, d'être surclassés, de passer en première catégorie. Mais du coup, potentiellement, si on se dit qu'on pratique aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, la place qu'on va leur proposer en première catégorie est une place qui, la veille, était en deuxième catégorie, c'est-à-dire dans la même que celle qu'ils ont achetée. Cette pratique, elle est quand même très problématique, me semble-t-il. En tout cas, elle pose question. Est-ce qu'il y a un cadre législatif là-dessus ? Alors ça pose la question de la transparence en général, donc ça c'est un point, et le point des algos, c'est en effet jusqu'où est-ce que le consommateur est informé. Et moi j'ai la sensation d'avoir été à l'opéra parfois dans des places de deuxième catégorie qui étaient mieux que des places... donc vous avez dû le faire ça, non ? Oui. Parce que des fois, en tant que public, on se dit, tiens, c'est bizarre. À l'opéra, on pratique ça depuis longtemps dans les deux sens. Ouais. En fait, effectivement, on disait tout à l'heure, j'ai plus de carré or. Bon, nous, on n'a plus d'Optima. On a de la demande pour l'Optima. Hop, il y a des premières places des places de première catégorie qui vont passer à l'Optima. Mais on le fait aussi dans l'autre sens. On a parfois, on a un problème de remplissage. On a trop de première catégorie. On va passer les places de première catégorie en seconde. Donc, on le fait dans les deux sens. Mais l'affichage commercial. Par exemple, afficher sa tarification, c'est une obligation réglementaire. En fait, on ne peut pas jouer n'importe comment avec les prix. En fait, il y a une histoire de vitrine, il y a une histoire de. Ça pose question. Je pense qu'en fait, déjà, il y a une grande différenciation entre le public et le privé. Notamment dans le public, les tarifs sont votés préalablement et c'est beaucoup plus fixe.
Les catégories peuvent bouger, je pense. Elles ne sont pas au vote, j'imagine, les changements de catégorie. Non, il y a effectivement une différence entre le privé et le public. On vote des prix en conseil d'administration et tout ça, évidemment. Mais par contre, la pratique commerciale, elle s'applique à tout le monde. La pratique commerciale, elle s'applique à tout le monde. Mais tant que le prix tant que le prix ne change pas au milieu de la commande, à partir du moment où il a un panier affiché avec un prix affiché, le producteur, l'artiste ou même qui a quand même le droit à certains moments de vouloir afficher des prix différents selon les jours. Je ne parle pas du prix. Je ne parle pas du prix. Que le prix évolue, ce n'est pas un souci. Par contre, afficher que cette place-là, qui était une place de deuxième catégorie, le lundi, le mardi, elle est présentée comme une place de première catégorie, ce n'est pas une histoire de prix. C'est une histoire d'affichage de qualité de placement. C'est une histoire vraiment de présentation de son offre, pas du prix. Alors moi, j'avoue que c'est pas possible chez moi, ça. Donc, mais voilà. C'est ça que je questionne, parce que cette pratique-là, elle existe partout. Hein. Par exemple, juste... De la même manière où le prix il est affiché, la catégorisation du plan, elle est aussi présente au moment de l'acte, au moment de l'acte d'achat. Voilà, elle est présente aussi au moment de l'acte d'achat. Moi, j'ai mis en place. S'il fait son plan de salle comme il veut, avec des jours différents, après, là, j'ai pas l'impression qu'il trompe le client, puisque quand il arrive sur il arrive, l'information elle est claire. Il prend pas une place catégorie 1 qui se transforme en catégorie 2 derrière, en fait. C'est exactement ça. C'est une gestion de stock. Dans la pratique, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Vous allez avoir, par exemple, des gens qui cherchent absolument des places d'Optima. Il n'y en a plus, en fait. On les a toutes vendues. Et puis, en fait, un quart d'heure plus tard, il y en a de nouveau. Parce qu'on en a recréé, parce qu'on a pris des places de première catégorie, qu'on a basculé en Optima. Donc, on donne à la personne ce qu'elle veut. Mais en vérité, initialement, ce n'était pas la catégorisation de notre salle. Ok, on a d'autres questions. Ouais, en fait, ma question, elle n'est pas de dire c'est pas bien. Votre point est vachement important parce qu'en tant que public, cadre légal. En tant que public, moi, je me suis interrogé, en effet, sans avoir la réponse. J'ai douté de moi-même, alors qu'en fait, c'était vous qui aviez changé la catégorie. Et je crois qu'en effet, la transparence serait tout à fait nécessaire. On a des questions. Alors, tout là-bas. Pardon. Oui, bonjour. Vous procurer le micro. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Je vous entends pas. Je crois que si. Bon, Malika Seguino pour Ecocène. Je me permets juste de répondre à monsieur. Je crois que là, on est en train de parler de faux problèmes, parce qu'en France, on a quand même le droit de la consommation qui est extrêmement protecteur, avec des informations qui sont extrêmement précises, et les producteurs qui sont ici présents peuvent en attester. Il y a une information précontractuelle. On ne prend absolument pas un public, un spectateur au dépourvu. La limite pour nous, et on a beaucoup parlé de régulation, en tout cas la limite elle est légale, il faut que le consommateur soit correctement informé à l'instant où il se met en situation d'acheter un billet de spectacle, ce que nous faisons. Donc j'aimerais bien comprendre de quel cas on parle, mais en tout cas pour nous, la règle elle est très très claire, information précontractuelle, information le temps qu'on est sur le site pour acheter le billet. L'essentiel pour nous c'est qu'elle soit toujours correctement donnée, et là parler de tromperie me semble extrêmement fort. Nous, la tromperie, vous savez, monsieur, on l'a sur le marché noir. On lutte sur ce sujet-là depuis plus de 15 ans. Et là, il y a une vraie tromperie. Ok, merci Malika. Je crois qu'on avait une question un petit peu... oui, mais avant toi, c'était Philippe. D'accord. Oui, non, okay. Je voulais juste dire une chose. On est tous allés dans des salles de spectacle où les premières catégories n'étaient pas pleines, et on a pu aller de seconde en première catégorie. Et j'aimerais que ça puisse continuer à l'avenir, parce que c'est pas comme à la SNCF où vous êtes en seconde classe. Si la première est vide, vous restez en seconde classe. Il faut que le spectacle vivant puisse quand même rester encore le spectacle vivant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais néanmoins, le fait que ça soit automatique ou pas ne change rien au process. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être malhonnête ou veut tromper son public, que ça soit fait de manière informatique ou pas, il pourra toujours le faire. Donc voilà, donc en fait, le fait d'avoir une tarification dynamique automatique ne change pas vraiment le principe. Est-ce que les algorithmes ne sont pas un petit problème quand même là-dedans ? Et la manière dont l'IA va faire des trucs où des fois finalement l'humain c'est plus trop. En fait, vous avez la possibilité de le paramétrer. Par exemple, si vous dites en fonction, et c'est le cas de Smith, de la météo, il n'y a pas de tromperie. Et si vous dites je veux que mon billet reste entre 8 € et 15 €, ou 8 € et 10 € ou ce que vous voulez, il n'y a pas de tromperie non plus, parce que c'est vous qui prédéfinissez. Mais en revanche, ça se fait de manière automatique. Où ça ? Là ?
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marion Scheinferkog. J'ai une entreprise qui s'appelle Ta place sur la planète. Et en fait, moi, je fais de la sensibilisation à l'écologie et notamment également des événements pour des événements zéro déchet pour également aider les entreprises. J'avais 2 questions, notamment une par rapport à... On est au salon quand même green, donc j'ai pas entendu pour l'instant parler de pollution numérique, ni de pollution tout court. La deuxième, je suis assez surprise, bon, pas dans mes événements, mais dans certains événements où il y a quand même des places qui sont beaucoup attribuées à titre gracieux aux entreprises et que finalement, ça prend des fois des places pour certains particuliers qui voudraient être dans certaines catégories. Et à ce moment-là, je veux bien entendre le côté promotionnel, mais notamment j'ai mon beau-père qui déteste le rugby et qui à chaque fois a des places pour aller voir des matchs de rugby ou d'autres spectacles, puisque c'est du spectacle vivant. Et je trouve ça dommage parce que finalement, mon père qui adore le rugby ne peut pas avoir accès à ces places-là. Alors, je me permets juste pour la première question, c'est voilà, tu fais la deuxième, je fais la première. Je suis désolé, mais c'est pas du tout le thème de la conférence. Je crois qu'il y en a une sur le sujet. Non, mais c'est ça. Il y a 2 salons qui sont ensemble. Là, il y a le Forum de la billetterie et Green qui sont ensemble, mais qui sont côte à côte, qui sont pas mélangés. Ouais. Donc en effet, on n'est pas du tout sur le thème green là-dessus. Ça n'empêche pas d'en parler, de l'évoquer, mais on n'est pas du tout dessus. Oui, et pour répondre sur la deuxième partie, donc, c'est ni plus ni moins, les partenaires, ils ont le droit d'acheter des places, ils les achètent, après ils viennent pas. Quand ils viennent pas, effectivement, ça se voit tout de suite, mais ils pourraient effectivement les occuper. Et c'est pour ça qu'il y a des places grand public, des places B2B, des places B2C. Et malheureusement, s'ils les utilisent pas, c'est un autre débat de la lutte contre le no-show ou autre, mais... malheureusement, on ne peut pas y faire, ils ont acheté leur place. Ce à quoi vous faites référence, ça peut être ce qu'on appelle des loges privatisées à l'année qui sont achetées par de grandes marques au bénéfice de leur clientèle. Donc ce n'est pas des places perdues ou volées, c'est des préachats finalement. Ok, il nous reste plus que 5 minutes. Moi, j'aimerais vous entendre chacun, 1 minute chacun en gros. Qu'est-ce qui va se passer là dans les années qui viennent, à votre avis, sur cette question ? Sachant qu'en effet les outils numériques, alors certes ils sont polluants, mais ils peuvent aussi parfois aider à ne pas polluer. En tout cas, ils vont sans doute faire évoluer les pratiques de billetterie, les pratiques d'achat des consommateurs, etc. Est-ce que vous pensez d'abord que ça va forcément s'imposer et dans quelles conditions ? Peut-être Olivier, tiens, pour commencer, on va faire dans l'autre sens. Je pense que la billetterie dynamique existe. Alors, elle n'est pas dynamique, mais elle existe depuis longtemps. Je vous dis, que ce soit sur les festivals. Les festivals, je suis bien placé pour le savoir. Je fais un festival, je fais partie des membres fondateurs de Wheel of Green, la porte à côté. Donc, il y a ce qu'on appelle les early birds. Je ne sais pas pourquoi on suit la terminologie anglaise. C'est un peu énervant, mais c'est comme ça. Les early birds, c'est les gens qui achètent les billets les premiers. Plus ils vont vite, plus quand la mise en vente est effectuée, plus ils ont des tarifs modérés. Et puis jusqu'à l'ouverture des portes, effectivement, il y a une tarification selon la temporalité de l'achat du billet. Donc ça existe. C'est vrai qu'elle n'est pas dynamique dans le sens où on le conçoit aujourd'hui, mais ça existe. Dans les spectacles, dans des grandes salles, mais même dans des petites salles, il y a aussi une tarification diversifiée en fonction de l'endroit où vous achetez le billet. Donc, le prochain événement, ce sera réellement la tarification dynamique, celle dont on parle aujourd'hui, qui s'imposera, moi je le pense, par des artistes anglo-saxons. Je pense qu'il y aura une difficulté pour les Français d'y aller, en tout cas immédiatement. Je pense que lutter contre le marché, ça ne fonctionne pas. En revanche, maîtriser le marché et maîtriser, parce qu'il y a des tentations dans cette billetterie dynamique, il y a des tentations effectivement
qui doivent être contrôlés. Je veux dire, il ne s'agit pas, nous en tout cas, producteurs, il s'agit de faire attention à nos publics, de ne pas les tromper et d'être à l'écoute en même temps des artistes. Donc on doit faire un petit peu le bridge. Et merci, Alban. Et voilà, donc je pense que oui, ça arrivera, mais il faut le maîtriser, pas forcément le réguler comme l'État a la tentation de tout réguler. Alban. Alors, ce qui va se passer ou ce que je voudrais qu'il se passe? Les deux, tu peux dire les deux, mais tu as une minute. Alors, oui, alors une minute. Ce que je voudrais qu'il se passe, c'est que la tarification dynamique permette un juste prix pour tous les portefeuilles selon les séances, selon les dates et selon les possibilités. Et ce qui va se passer, c'est que je constate depuis 2-3 ans une nouvelle génération de producteurs ou d'organisateurs d'événements qui gèrent leur événement beaucoup plus par un tableau Excel que par une production d'événements. Et j'ai peur qu'il y ait des dérives et que ce soit contre-productif et qu'il y ait de la casse. Voilà. Ça c'est ce qui va se passer. Christian ? Moi, je pense que le train est en marche et que la tarification dynamique va être amenée à être de plus en plus utilisée. Et après, chacun sera libre de le faire ou pas. Et dans la culture, ça y viendra aussi, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que ce soit pour des spectacles ultra demandés ou alors pour mieux remplir les salles et avoir plus de trésorerie à l'avance et pouvoir proposer des prix plus bas. Mais pour moi, c'est comme le paiement en ligne il y a une dizaine d'années, etc., etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se faire. Après, bien sûr, il y en a toujours qui ne le feront pas par choix. Et libre à eux de le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est quelque chose dont il faudra s'habituer, je pense, dans les années à venir. Aurélien ? Oui, je pense aussi, parce que on a une démultiplication des salles, on a des nouveaux outils qui sont apportés, et je rajouterais en plus d'une nouvelle génération de producteurs, mais je dirais aussi une nouvelle génération qui intègre les salles, qui intègre et qui professionnalise finalement le marketing, les communications, la billetterie. Aujourd'hui, on parle aussi de revenu manager, et effectivement, dont j'ai pu hériter en termes de postes. Donc on a aussi une nouvelle génération qui arrive dans les salles. Je dénote et je critique surtout pas certains théâtres ou certaines salles que j'ai pu côtoyer pendant 10 ans quand j'étais éditeur, mais effectivement il y a une nouvelle génération qui est friand de ces outils-là, qui est friand de travailler sur l'analytique, sur des statistiques pour justement piloter la billetterie, aider au remplissage, aider aux revenus. Et donc je pense effectivement qu'on est la première pierre effectivement, et que ça va effectivement demain être très récurrent de retrouver ce genre d'outils, de postes au sein de structures culturelles, comme ça l'est beaucoup plus aujourd'hui dans le milieu du sport, sans faire transition sur la prochaine conférence. Mais effectivement, le sport est déjà un peu plus en avance parce que la génération nouvelle est déjà en place et est friand de tout ça. David ? Alors sur l'évolution technologique et sa généralisation, effectivement, il est bien difficile de lutter contre un phénomène de mondialisation depuis plusieurs décennies et des avancées technologiques. Donc oui, ça finira par se pratiquer aussi chez nous dans le spectacle vivant et ça risque de se généraliser. Néanmoins, encore une fois, soyons raisonnés, raisonnables, pensons aux incidences, informons le consommateur sur le parcours client, la façon dont ça fonctionne, soyons transparents. Pas de zone d'opacité, effectivement, sur le fait qu'un prix peut complètement varier et d'avoir cette pédagogie et d'expliquer pourquoi. Et on l'aura bien compris aussi, c'est vrai qu'on a vu surtout le côté bénéfique de la tarification dynamique à la baisse dans une logique de remplissage et d'optimisation de fréquentation. En revanche, on a bien aussi compris le risque de dérive sur le phénomène inverse, sur l'augmentation. Parce que je ne pense pas que la tarification dynamique sera notamment, ou serait, je parle conditionnel, la solution au marché noir par exemple, parce qu'on l'a bien vu justement que même si un tarif peut être très élevé dès le départ, malheureusement ça n'empêche pas de la revente illégale à des prix encore plus élevés derrière. D'ailleurs, petite parenthèse, il existe aussi des solutions palliatives. Le risque zéro n'existe pas, la solution absolue n'existe pas, mais un système de revente cadré avec certains opérateurs identifiés, notamment sur le marché français, existe. Nous, par exemple, on y a déjà eu recours, ce qui peut aussi baisser, par exemple, la baisse effectivement du marché noir, à titre d'exemple. Voilà. Donc, en résumé, peut-on lutter ?
ça paraît difficile, parce qu'encore une fois, on lutte contre le monde, dans ces cas-là, et son évolution. En revanche, être responsable, raisonner, raisonnable, réfléchir aux conséquences et avoir une logique et un devoir d'information dans le cadre du parcours client, ça me semble essentiel. Merci David, j'espère qu'on vous aura donné des éléments de réponse ou de questions sur ce sujet. Il n'y a pas de oui ou non, on a commencé au tout début par le oui ou non, on voit bien qu'il y a plein de questions qui se posent et que le débat continue. Merci à vous 5 d'être venus, il y avait un peu de bruit mais on a quand même réussi à s'entendre, à se parler et bon salon à vous.